Alors l'objectif là, ça va être au fond de peut-être non plus simplement de présenter des cas ou des expériences, mais de réfléchir ensemble à travers ce qu'on a pu entendre ce matin, hein, cette question au fond du brand entertainment en général, mais du lien aussi entre ces contenus et les médias qui les produisent, les éditent, les diffusent. Et donc voilà, ce que je vous donne comme objet de discussion, c'est brand entertainment, médias, médiatisation, peut-être à travers les différentes entreprises et les différents métiers que vous représentez, de dire quelque chose de plus ou de mettre en discussion ces questions. Donc on va refaire un tour de présentation, même si certains ont l'occasion de le faire parce qu'ils ont présenté des cas, comme ça en partant de ma gauche, et puis peut-être dire un mot d'où vous parlez, hein, surtout, et quel regard vous posez sur ces problématiques, et puis ensuite on ouvrira la discussion. Donc Benjamin Lassalle, j'ai eu l'occasion de vous présenter le cas Creators Project en début de matinée. Donc je suis le directeur général de Vice France. Vice, on a une particularité, je pense, dans cette discussion, c'est qu'on est avant tout créateur de contenu, donc créateur de contenu texte, photo et vidéo. Donc ça, c'est une partie. Et l'autre partie, c'est qu'on est aussi un média et un réseau de sites. C'est-à-dire qu'on est un média, mais aussi une régie web, ce qui fait qu'on intervient à deux niveaux, dans la production et dans l'activation. Bonjour à tous, Hicham Berada, donc je suis directeur général d'eBuzzing France. eBuzzing, c'est aujourd'hui la première plateforme de diffusion de vidéos à l'international, donc que ce soit dans des environnements sociaux ou dans des environnements plutôt marque média. Donc notre métier, on intervient principalement sur la distribution. Une fois que les marques ont décidé de créer du contenu, et du brand content notamment, puisque c'est le sujet aujourd'hui, évidemment, ce brand content, il faut le diffuser. Donc nous, on intervient sur cette partie-là, en France, mais également dans le monde entier. Et on aura l'occasion, dans quelques minutes, de discuter de ce sujet et puis de vous donner un petit peu notre point de vue là-dessus. Merci beaucoup. Ça marche normalement. Non, pas celui-là. Rebonjour à tous. Moi, je vous ai présenté tout à l'heure le cas Sochoco avec au féminin. Du coup, je suis Julien Guiraud. Je suis directeur des innovations et des partenariats chez Dentsu et GIS Network, du coup, qui est une agence de conseil média, à la fois au monde et dans le monde et en France, avec au travers de marques médias comme Cara et Viseum. Mon métier, c'est de faire de la création, de la curation de contenu et d'optimiser leur distribution. Et c'est un peu ce que j'essaie de vous démontrer au travers du cas Sochoco que vous avez vu tout à l'heure. Et bonjour, moi je suis François-Xavier Préau, je travaille pour une société qui s'appelle Outbrain, qui est une société américaine que nous avons installée en France il y a 2 ans, maintenant avec énormément de succès. Nous sommes une plateforme de recommandation de contenu, ce qui veut dire que notre mission est d'aider les internautes à découvrir sur le web et sur mobile l'essentiel, les contenus les plus intéressants possibles. D'un côté, nous aidons, grâce à notre technologie, grâce à nos algorithmes, les éditeurs à mieux recommander du contenu à leurs internautes. C'est ce qui fait qu'on est installé, vous ne le voyez peut-être pas, mais vous cliquez dans tous nos liens tous les jours sur l'essentiel des grands sites médias. Ce sont des blogs souvent en pied d'article qui s'appellent « À lire aussi »,« Nous vous recommandons »,« Ça pourrait vous intéresser ». Ça, c'est la première partie. Et la seconde partie, c'est ce qui nous intéresse ici, c'est que nous utilisons ces liens pour recommander des contenus externes au site. Et en particulier, ces contenus, ce sont des contenus d'annonceurs et nous les aidons à trouver une très large audience et une audience très ciblée et qualitative. Ok, donc on a un homme de médias avec Vice, un média print au départ, mais largement digitalisé. On a un homme de conseil média avec Julien et on a 2 entreprises et 2 personnes qui sont plus du côté de la technologie, avec la question des vidéos, de leur modalité d'insertion dans les médias et puis des formes nouvelles aussi que peut prendre l'offre en vidéo. Et Outbrain, c'est la question de la contextualisation, de proposer des contenus situés dans des environnements éditoriaux pertinents. Ouais, c'est ça.
plus que contextualisation, c'est la seule chose qui nous intéresse, c'est que c'est intéressant et que l'internaute soit en train de lire un article qui a à voir ou pas avec le sujet, on s'en fiche. Le plus important, je peux lire un article sur l'Express, sur François Hollande, et en dessous on me recommande une vidéo de Red Bull de quelqu'un qui fait des loopings avec un hélicoptère, que c'est à voir ou pas. Le plus important, c'est que ça intéresse l'internaute et que ça lui apporte une valeur en tant que telle. D'accord. Quel est votre point de vue alors sur cette matinée, ceux qui l'ont suivi ou qui ont contribué, à votre avis, c'est quoi un peu les questions qui surgissent à propos des différents cas, à la fois et plus spécialement sur les questions de, au fond, c'est quoi les conditions d'une médiatisation efficace ou d'une collaboration avec des médias digitaux ou non efficaces qui se lancent. Moi, je veux bien me lancer juste sur une petite remarque un peu générale, mais qui, je pense, nous concerne tous. C'est qu'on est dans une période, bon, en même temps j'ai une carrière qui est peut-être pas suffisamment longue pour me permettre de comparer différentes périodes professionnelles, mais j'ai quand même l'impression qu'on est tous en permanence obligés de se réinventer, de guetter toutes les évolutions. On est tous quand même accrochés aux évolutions, aux différentes évolutions technologiques. Je pense que particulièrement justement e-buzzing et Outbrain, c'est peut-être encore plus au cœur de vos préoccupations, plus encore que nous que sur la production de contenu. Et donc je pense que voilà, déjà c'est sur les modes de distribution. Moi je vois par rapport au cas de Creators Project, la manière dont on distribuait le contenu entre 2009 et 2014, la manière dont on activait le contenu et dont on faisait en sorte d'avoir du trafic, c'est déjà quelque chose qui en 5 ans a radicalement changé. On n'utilise plus les mêmes lecteurs, on n'utilise plus les mêmes outils on a travaillé avec Outbrain sur un cas comme Creators Project. À l'époque, en 2009, c'était pas du tout le cas. Donc voilà, c'est juste mettre un point sur le fait qu'on est vraiment dans des métiers qui sont en constante évolution. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'on ne peut plus indispensable aussi pour guider justement des annonceurs qui, eux, ont pas la tête dans le guidon toute la journée. Oui, il y a à la fois une efflorescence technologique, enfin un flux continu d'innovation, et en même temps une transformation, c'est ce que j'essayais de poser un petit peu ce matin, une transformation plus paradigmatique sur le modèle lui-même, non pas que le modèle traditionnel dans lequel les plus âgés d'entre nous, dans lequel je me compte, ont appris le métier du marketing ou des médias. Non pas que ce modèle est complètement disparu, mais on voit qu'il est en partie, secondé et peut-être un jour dépassé par de nouvelles formes de communication qui s'appuient effectivement sur de l'innovation technologique et aussi ce qu'on croit être des habitudes installées parce qu'elles ont 2 ou 3 ans. Finalement, on se rend compte que la force des propositions peut les faire évoluer online. Hicham. Je rejoins totalement ce que disait Benjamin à l'instant, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un métier qui se réinvente tous les jours. Donc de 2 ou 3 ans chez nous, c'est une éternité. En 2 ou 3 ans, on a changé 15 fois la structure de la boîte, on a changé 12 fois nos offres et on se réinvente tous les jours. Pourquoi ? Parce que le digital, comme on le sait tous, ça avance très très vite et qu'il faut pouvoir répondre rapidement aux clients. Voilà. Et les clients, ce qu'ils attendent de nous, évidemment, c'est qu'on innove. Donc pour vous donner un ordre d'idée, sur eBuzzing, aujourd'hui, on est environ 250 personnes. Sur les 250 personnes, il y a environ 70 personnes qui sont dédiées à la R&D. Alors, c'est pas pour nous donner une image d'une boîte techno, mais c'est parce qu'aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre. Donc aujourd'hui, la techno, chez nous, elle se matérialise sur 3 niveaux. Le premier niveau, c'est l'identification. Alors aujourd'hui, nous, quand on nous contacte, on nous appelle en nous disant, voilà, bonjour, on a monté un super projet, on a créé une super vidéo pour ce projet, Sochoco par exemple. Et ce projet-là, on a besoin de le médiatiser. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on peut avoir les plus belles créas du monde, on peut avoir les plus beaux projets du monde. Si on crée une vidéo et qu'on la dépose toute seule sur YouTube parmi 12 milliards de vidéos, avant qu'il se passe quelque chose, il y a quelques années qui vont passer. Donc effectivement, on a besoin de ce coup de pouce pour mettre en avant les vidéos pour que les gens puissent les voir. Donc la première étape là-dedans, c'est l'étape d'identification. On va diffuser une vidéo, c'est très bien, mais où est-ce qu'on va la diffuser et comment est-ce qu'on va identifier les influenceurs et les meilleurs emplacements pour diffuser une vidéo. Donc c'est là où on a une techno qui s'appelle le eBuzzing Labs, en fait, qui est une petite partie de notre technologie qui nous permet à nous en interne, mais qui permet également à nos clients de pouvoir identifier les plus gros influenceurs et de pouvoir ensuite pousser ce contenu vidéo auprès de ces influenceurs. Donc ça, c'est une première étape, l'identification. Une fois qu'on a identifié les gens avec qui on voulait travailler, la deuxième étape, ça va être de créer des expériences
de marque, des expériences publicitaires qui sont innovantes et qui donnent envie aux gens de consommer ce contenu. Donc la médiatisation, c'est le réseau digital dont vous avez la maîtrise. Bien sûr. Alors, c'est le réseau, mais c'est aussi le format. On est dans un métier où le format compte beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, quand on navigue sur des sites ou qu'on navigue sur des blogs, on se rend compte qu'effectivement, des vidéos, il y en a partout. Et il faut se démarquer. Alors, comment est-ce qu'on se démarque ? On va difficilement se démarquer en plaçant une vidéo avec un petit pavé de 300 par 250 et en attendant que les gens viennent cliquer dessus. Donc, à partir de ce constat-là, il faut faire évoluer justement les formats. Comment est-ce qu'on les fait évoluer ? En gros, tous les formats aujourd'hui qu'on travaille chez eBuzzing et qu'on propose à nos clients sont des formats à l'engagement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on part du principe que pour qu'une marque diffuse son contenu de manière correcte, il ne faut pas forcer les gens à consommer la publicité. Il faut leur laisser le choix de consommer la publicité ou non. Voilà, c'est notre forme d'engagement. C'est ce qu'on appelle l'engagement chez nous. Donc tous nos formats sont des formats où justement on dit aux gens, cliquez, consommez le contenu si vous avez envie. Parce que quand on consomme du contenu quand on a envie, et forcément derrière, on est plus enclin à le partager, on a plus envie de commenter, et puis on a plus envie d'aller jusqu'au bout, parce que c'est volontaire. Alors peut-être cette position active en fait de la vidéo cliquable où au fond l'internaute va faire le choix d'aller regarder un contenu, ça, au-delà de la technologie qui est évidemment importante, ça ouvre le débat sur le contexte dans lequel les contenus s'insèrent. Alors, sur cette notion de contexte, donc moi, Jean-Maxence, je pense qu'on a peut-être à peu près le même âge. Il y a une grande époque, la grande époque de la presse. Il y avait ce qu'on appelle le contrat de lecture en presse avec Élisée Auvergne qui avait raconté des trucs absolument passionnants qui ont l'air d'être complètement dépassés maintenant. Je suis en train de préparer un interview avec Élisée pour lui demander de repenser le contrat de lecture à la lumière des mutations digitales dont on parle ce matin. Voilà. Et je pense que, alors reprenez, allez regarder sur, je ne sais pas s'il y a des trucs sur Wikipédia sur Élisée Auvergne, mais c'est une approche qui est vachement intéressante justement dans la dimension comment le contexte a influé le contenu et inversement. Donc, mais on était dans une dimension qui était extrêmement froide, qui était l'univers du print, et là on rentre dans un univers qui est digital, et du coup sur lequel les effets de contexte sont toujours présents, mais sont multiples d'abord, et sont en permanence en train d'être revisités, revus, etc. Donc on est de temps en temps dans des univers qui sont complètement neutres. On peut parler de YouTube, qui est un univers neutre, de temps en temps des univers beaucoup plus éditorialisés, qui peuvent être un univers comme Dailymotion, où cette fois-ci il y a plus un contrat, on va dire, éditorial, qui est un peu plus fort, parce qu'il y a une dimension comme ça. De la même manière, quand on travaille avec eBuzzing, puisque mon métier c'est de choisir aussi les meilleurs partenaires, ce que tu mentionnais tout à l'heure Hicham sur la partie Sochoco pour diffuser des contenus, je vais effectivement les choisir les meilleurs emplacements parce que l'univers dans lequel j'évolue, où je fais évoluer mes vidéos, me permet de favoriser en tout cas un intérêt du consommateur final ou du taux de clic. Je pense que après, au-delà du contexte lui-même dans lequel la vidéo va évoluer, je pense qu'il y a un vrai sujet sur l'écriture elle-même de la vidéo. Au travers des différents cas qui ont pu être exposés entre ce matin et même les 2 autres jours, il y a des vidéos qui sont, je pense, assez intéressantes, des concepts de vidéos qui sont assez intéressants, qui sont les vidéos interactives. L'interactivité en vidéo, elle permet juste aussi de dépasser un autre stade, qui est plutôt que d'avoir un contenu assez lisse, en tout cas assez séquencé, c'est d'ouvrir des séquences externes et d'ouvrir à nouveau des nouvelles aventures. Vous avez vu, je pense, le cas, certains d'entre vous ont peut-être vu le cas Ibis avec l'Ultimate Sleep qui a été montré. On est dans un univers de vidéos très enrichi. Je pense que les technologies aujourd'hui auxquelles on a accès, avec des solutions comme AdWays par exemple, nous permettent de recréer des histoires dans l'histoire, ce qui rend le sujet encore plus intéressant, ce qui a comme mérite finalement de renouveler l'intérêt du consommateur potentiellement dans la consommation de la vidéo. C'est-à-dire à chaque fois que je suis exposé à la même vidéo, j'ai une histoire différente, mais aussi avec un travers potentiel qui est dire comment je crée une histoire vidéo qui ne soit pas trop longue, parce que ce qui moi me préoccupe au quotidien, c'est le temps passé par l'internaute sur la vidéo. Déjà, si j'arrive à éveiller son intérêt en termes de taux de clic ou d'ouverture de la vidéo, j'ai déjà franchi un pas qui est formidable. Si en plus, j'arrive à un taux de complétion des vidéos qui est supérieur à 50%, là, je commence à avoir le Graal. Et si enfin, à l'issue d'avoir été exposé à la vidéo, il finit par acheter le produit, ou en tout cas avoir une meilleure perception de la marque, alors là, j'ai rempli tout mon contrat. Donc je pense qu'au-delà du simple effet de contexte lui-même qui est important,
qui va générer cet éveil de l'intérêt. Je pense que c'est au sein même de la vidéo elle-même, quels sont les leviers que je vais utiliser finalement pour accroître l'engagement du consommateur dans la vidéo, ou bien au travers de micro-histoires que je suis capable de raconter, ou bien d'interactions que je propose, qui peuvent être aussi bien un share, un like, ou toutes leurs déclinaisons, ou des micro-histoires type Ibis, ou des vidéos interactives. Oui, alors, il y a beaucoup de choses qui sont dites. Alors, en effet, on est obligé sans cesse de se remettre en question. Nous, Outbrain, on passe énormément de temps sur des nouveaux produits, des nouvelles technologies, des nouvelles data. On brosse énormément de data. Mais j'aurais presque envie de dire c'est fondamental, mais c'est pas l'essentiel. L'essentiel, il est ailleurs. L'essentiel, il est dans ce qui est en train de comprendre le marché du digital aujourd'hui. C'est qu'il faut apporter de la valeur à l'internaute. Et la façon traditionnelle de communiquer en télévision qui consiste encore et qui fonctionne bien, qui fait ses preuves, qui consiste à répéter un message en push et à répéter sa marque et à dire achète mon produit, ça fonctionne. Quand dans le digital, si on fait ça, l'internaute il s'en va en courant. Et le constat qu'il y a derrière tout ça, c'est une chute phénoménale des taux de clics dans tous les formats publicitaires sans exception. Et qu'à un moment donné, la réponse du marché face à ça, elle a été de multiplier les formats publicitaires. Et donc on s'est retrouvé avec des sites éditeurs remplis de pubs, et néanmoins l'internaute il cliquait toujours de moins en moins. Et nous, le constat qu'on a fait à Outbrain et auquel on se tient énormément, c'est que dans le digital, il est fondamental d'engager avec l'internaute, de le conquérir, non pas avec « achète mon produit », mais avec quelque chose d'autre qui est « tiens, je vais te donner un conseil, je vais t'apprendre à faire ça », ou « tiens, je vais te divertir avec du branded entertainment », avec des contenus qui sont ciblés. Et ensuite, derrière, quand l'internaute aura suffisamment engagé, évidemment, les annonceurs sont là pour vendre, et c'est ça qui va permettre au brand content d'exploser, et qui le permet en ce moment, parce qu'on montre en fait qu'on ne fait pas ça pour s'amuser, on le met dans un coin, et puis après on s'en va. On fait du contenu, parce que le contenu sert le business. On arrive à prouver que plus on fait de contenu, plus on touche une audience avec des plateformes qui sont très scalables et qui nous permettent non plus de générer 5000 visiteurs vers une vidéo, mais 1, 2, 3, 5, 10 millions de visiteurs, et que ces visiteurs, on est capable de mesurer qu'ensuite, dans notre tunnel de conversion, on les a utilisés pour les faire finalement acheter nos produits. Eh ben, on arrive à faire ce qu'a fait Red Bull, c'est-à-dire ne faire que du contenu et pour autant être le leader absolument incontournable des boissons gazeuses énergétiques, et même face à une machine comme Coca-Cola. Coca-Cola qui est une vraie machine télé, ils sont en train de réagir parce qu'ils ont pris un tel retard face à ça. Voilà, le digital mérite d'être traité en tant que tel, et le contenu n'est plus un événement anecdotique. Le brand content, c'est vraiment un élément structurant chez tous les grands annonceurs qui sont en train de baser totalement leur stratégie marketing là-dessus. Oui, il y a une revalorisation du contenu. Peut-être Hicham, un mot sur la question des formats, de l'évolution des formats. On disait que c'était très important. Oui, bien sûr. Donc, je rejoins totalement ce que disait Julien à l'instant en parlant de la campagne d'Ibis. Je ne sais pas si tout le monde l'a vu, mais c'est vraiment une campagne très intéressante qu'on a diffusée d'ailleurs sur plus de 15 pays. En gros, les formats et les contenus comme Ibis, ce n'est pas tous les jours qu'on en voit. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est coûteux, ça demande beaucoup de travail, et que ce ne sont pas les campagnes du quotidien. Donc aujourd'hui, une fois qu'on a fait ce constat, on doit composer avec, et puis on doit essayer de trouver une solution. Alors quand on a des formats comme Ibis, où effectivement on a 25 scénarios dans une vidéo et on peut se réinventer tous les jours parce qu'on a plusieurs choix possibles et qu'on peut s'amuser. On peut vraiment s'amuser avec la vidéo, on peut s'amuser avec le site et vivre différentes expériences. C'est parfait. Là, il suffit juste de diffuser la vidéo dans un format qui, on va dire, est un format assez classique. Par contre, la majorité du temps, on n'a pas accès à des contenus aussi bien faits. Et donc, pour résoudre ce problème, ce qu'on fait, c'est que quand on diffuse une vidéo classique, 30 secondes, 40 secondes, on va créer autour de cette vidéo une expérience pour engager les gens un peu plus. Je vous donne un exemple. On avait, il y a quelques temps, l'occasion de diffuser une vidéo pour Orangina. Bon, Orangina, de toutes les façons, on sait que la vidéo est marrante, est toujours jolie, c'est coloré, etc. Mais autour de cette vidéo-là, on a créé un format qui permettait d'intégrer un fil Twitter
qui permettait d'intégrer l'accès à différents produits, poster des commentaires, etc. Donc ça veut dire que pendant que les gens regardaient la vidéo, ils étaient capables de tweeter, d'avoir une vraie interaction avec la marque. Et ça, c'est très important. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où les gens sont OK, sont d'accord pour nous accorder du temps, parce que quand la personne clique pour aller consommer une vidéo, c'est finalement ils nous disent OK, je vous accorde 20 secondes, 1 minute, 2 minutes de mon temps. Donc à partir de ce moment-là, puisqu'on a la confiance des internautes, il faut s'en servir pour leur servir du contenu, pour que leur expérience de marque soit une expérience intéressante. Et donc c'est ça qu'on va faire. C'est-à-dire que quand la vidéo est superbe, elle est super, qu'il y a de l'interaction, c'est une vidéo interactive, etc., là on peut la diffuser de manière normale parce que finalement l'interaction elle est dans la vidéo. Mais quand, comme dans la plupart des cas, la vidéo n'est pas interactive, on va la rendre interactive en créant une expérience autour pour justement engager ces gens-là et qui créent, et qu'il y ait un vrai contrat avec la marque et qui s'amusent avec la marque et finalement qui mémorisent qui mémorise les informations que vous pouvez leur donner à la marque. Donc les formats, c'est vraiment très important. Oui. Pour revenir à l'allusion que tu faisais au contrat de lecture, là, moi j'avais essayé de poser le concept de contrat de conversation, parce qu'aujourd'hui on est de plus en plus dans quelque chose de dialogal ou d'interactif, mais qui repose aussi sur une forme de contractualité. Moi j'ai une question, peut-être pour toi Benjamin, c'est aujourd'hui il y a des médias un peu au sens classique du terme, pas print ou digital, enfin, ou non pas une question de support, mais des médias qui sont des énonciateurs, qui produisent des contenus indépendamment de ceux des marques. Et puis à côté de ça, il y a des espaces, hein, en gros le 2.0, avec soit, je ne sais pas comment les appeler exactement, des sortes de méga médias un peu neutres. Là, on parlait de YouTube, ou des réseaux sociaux, Twitter, Facebook et d'autres. Et tout ça d'ailleurs, je crée des différences, et il y en a, mais tout ça est largement interconnecté, fonctionne ensemble. Mais est-ce qu'il y a quand même des différences de milieu pour la diffusion de ces contenus de marque ? En fait, dans les années 2000, il y a eu un moment où tout le monde était en train d'investir sur des plateformes. C'est vrai que chez Vice, le choix il a été de se dire on va avoir plein de plateformes, on va avoir plein de tuyaux, des beaux tuyaux, des très très beaux tuyaux, mais qu'est-ce qu'on met dedans ? Et donc nous, on va aller plutôt sur ce qui va servir à remplir ces tuyaux. Donc c'est comme ça que Vice, avec le choix aussi d'aller vers la vidéo, parce que c'est vrai que ça fait sourire quand entre 2005 et 2006, on a lancé notre Web TV. Donc on avait une Web TV séparée du reste du site, c'est-à-dire qu'on considérait qu'on avait la vidéo tout sur un site et le reste sur un autre site. C'est vrai que ça fait bien sourire aujourd'hui quand on voit à quel point on mélange le tout. Il faut se dire qu'à l'époque, YouTube avait un peu moins de 2 ans. Donc nous, on s'est vraiment placé sur la production de contenu. Et donc ce qui fait qu'aujourd'hui, on travaille mais très très bien main dans la main, que ce soit avec les réseaux sociaux, puisque donc Facebook sur la France, c'est 80% de notre trafic de Vice.com par exemple. Donc on est vraiment plus que main dans la main. On a même mis en place des programmes de brand content main dans la main avec Facebook qui travaillait sur l'activation pendant que nous on travaillait vraiment sur la production de contenu. Donc c'est quelque chose qu'on travaille énormément. Et de l'autre côté, YouTube, donc on a lancé il y a quelques jours Vice News, qui est la première chaîne de news qui est vraiment YouTube native. Pour l'instant, elle est uniquement en anglais. Laissez-nous juste un tout petit peu de temps. On a la chaîne Vice qui est dans les chaînes Original Programming, la première chaîne au monde en nombre d'abonnés et en nombre d'inscrits. On a la première chaîne musicale hors chaîne de label et hors chaîne d'artistes avec Noisy. Donc tout ça en nombre d'inscrits et en nombre de vidéos vues. Donc autant vous dire que nos relations avec ces plateformes-là, notre avenir sera basé sur nos bonnes relations avec ces plateformes-là. La plateforme, elle est quoi, l'espace d'existence, de déploiement du média Vice. Aujourd'hui, on n'est pas un média avec juste un support, avec juste un magazine. Ou est-ce que vous avez un magazine ? Est-ce que vous avez une chaîne de télé ou quoi ? Aujourd'hui, Vice, c'est une marque média plus qu'autre chose qui existe sous énormément de formes. C'est-à-dire que lorsqu'on fait un événement Vice, c'est déjà pour nous faire quasiment presque un travail assez proche d'un travail de média qu'on fait lorsqu'on a notre magazine, lorsqu'on a tout ça. Il y a un truc auquel on croit vraiment, c'est l'importance des voix fortes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement, l'internaute ou le consommateur, finalement, il différencie de moins en moins le moment où il est juste en train de vivre ou de consulter un média. Ce qui fait que lorsqu'il est sur le web, il n'a plus du tout envie, comme on le disait tout à l'heure, justement, qu'on lui impose de la même manière qu'on lui imposait, tiens, sur telle page, ça va être de la pub, ou tiens, là, tu vas prendre 2 minutes de pub, de toute façon, tu n'as pas le choix, le film recommence dans 2 minutes. Ça, on en est sorti. On est face à du choix, on est face à des gens qui ont une soif de liberté, et qui ne sont pas seulement une soif de liberté, qui ont aussi la possibilité d'avoir cette liberté-là sous la main. Et donc,
donc c'est face à ça c'est à ça qu'on est confronté. Et nous, pour accompagner les marques, ce qu'on propose, c'est justement de s'accompagner d'une voix forte. Lorsqu'on produit pour Ibis la vidéo, ce reportage ce docu-fiction de 15 minutes, plus un teaser de 30 secondes, où là, sur le teaser, on y va, mais à l'américaine, comme on dit, avec la grosse musique, des plans cut, etc. Ce qu'on fait derrière, c'est qu'en plus de ça, on revendique la création de ce contenu. Ce qui fait que nous, toute notre audience a pu être amenée à aller le voir. Ils savent très bien que c'est du contenu de marque. Ça, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une intervention de marque, on le montre très clairement. Comme ça, on garde la confiance de notre audience. Et derrière, on a tout ce public-là qui, franchement, n'était pas le public le plus facile à intéresser à une actualité d'hôtellerie, vraiment. Enfin, je sais pas, pour ceux qui connaissent Vice, voilà, c'est pas forcément des sportifs de lit et de matelas qu'on couvre le plus. Mais derrière, on a quand même eu notre audience qui y allait parce qu'ils se sont dit, ok, si c'est les gens de Vice qui l'ont fait, normalement ils savent à peu près ce qui me plaît, il y a peut-être quelque chose qui va me faire marrer une vidéo sur un lit. Donc là, il y a bien cette notion que j'ai essayé de poser ce matin de co-énonciation, en fait, entre la marque et le média, qui parle... c'est là-dessus, sur ce cas-là, on a une co-association qui est quand même moins importante que celle de Creators Project, par exemple. Parce que là, on est vraiment sur un projet brandé où vraiment derrière, nous, on explique qu'on a été sollicité par Ibis pour faire ça, qui est vraiment un produit Ibis. Il y a déjà... Ensuite, il y a une échelle, mais sur une échelle de 1 à 10, je dirais que là, on était à 3, alors qu'on peut monter limite à 10 dans la collaboration de marque, comme on a pu le faire, par exemple, avec Green Room Session, pour une marque de bière qui n'a pas le droit de dire que c'est sa plateforme Alibi. Lorsqu'on a fait le guide Vice des festivals, où il y avait une intégration parfaite de Green Room Session à l'intérieur, et on a réussi à faire 500 000 vidéos vues en organique pur sur du report de festival, alors que normalement une vidéo de report de festival, le principe que c'est même la marque qui l'a commandée n'arrive pas à la regarder jusqu'au bout tellement il se passe rien. Donc là c'est vrai qu'on a vraiment cassé ces codes-là, et là on était sur une association de marques, on était quasiment à 10 sur 10 quoi. Julien, sur les différents types d'espaces de diffusion pour ces contenus et les médias et les lieux de médiation. La chance que j'ai, en tout cas l'opportunité que j'ai, c'est au sein du groupe pour lequel je travaille, c'est qu'on est complètement transmédia. Donc en fait là on a une lecture finalement qui est on parle uniquement de digital. Je pense qu'il ne faut pas oublier, notamment dans cette côté à la fois co-énonciation et à la fois média, c'est aussi la force des médias anciennement traditionnels qui ne le sont plus parce qu'ils sont devenus digitaux, mais appelons-le encore traditionnels pour la simplicité de l'exposé. Parlons de la télé typiquement. La télévision aujourd'hui est dans un modèle de consommation à laquelle dont vous êtes les acteurs tous les jours, puisque je pense que peu d'entre vous aujourd'hui consomment la télévision en direct avec des sacro-saints événements. Ce que je trouve intéressant aujourd'hui dans le phénomène de la télévision, et notamment pour les marques qui s'expriment en télévision, c'est toute la notion de second écran ou digitalisation des contenus télévision. Les phénomènes comme The Voice ou comme MasterChef, qui sont des marques extrêmement fortes aujourd'hui, qui vont diffuser un programme en direct, théoriquement, en télévision, ou en tout cas diffusé en live en télé, et relayé sur un second écran, permet aussi aux marques de prendre la parole de manière différente. Autrement dit, dans mon métier, ce que je vais travailler de plus en plus, c'est un parrainage, on va dire, classique sur un MasterChef, par exemple, et sa diffusion différente dans le second écran, c'est-à-dire dans le mode de consommation, quand je suis sur mon iPad et que je suis finalement les évolutions de MasterChef. Là, j'ai un potentiel finalement de diffusion qui est différent, qui est potentiellement assez marginal par rapport à ce que je peux avoir sur une plateforme comme YouTube, où là, effectivement, je vais aller taper du 500 000 vidéos vues assez facilement parce que je vais utiliser des leviers qui me permettent de booster des audiences. En revanche, j'ai un mode de consommation qui est intéressant pour une marque et dire, OK, je fais un billboard classique avant la diffusion d'une marque programme. Et en même temps, je continue mon histoire de manière un peu plus poussée dans l'environnement de la marque programme, MasterChef, The Voice, L'amour est dans le pré, etc., en continuant cette histoire de co-énonciation dont Jean-Maxence parlait à l'instant, en creusant un peu, en forçant un petit peu le trait. Les recettes avec Tereos, par exemple, au Béguincet, comment je vais aller un peu au-delà, finalement, dans mon histoire, et continuer à distribuer du contenu de manière différente. De la même manière, la notion de tweet, typiquement, il y a un canal de diffusion du brand content qui est extrêmement forte. À nouveau, vous savez que sur les nouvelles éditions de The Voice, notamment la première avec Mika, il y avait un chiffre qui était sorti sur le nombre de tweets qui étaient sortis. De mémoire, est-ce qu'il y a eu 1 700 000 tweets pendant la première diffusion? J'en sais rien. Mais c'est intéressant d'utiliser ce canal-là en fait, pour aller diffuser à nouveau des capsules de contenu qui reprennent des éléments de l'émission tout en les associant
tout en les associant avec la marque qui est potentiellement partenaire. Donc là, j'ai des discours qui sont différents. Je reproduis des histoires de billboarding sur du contenu, sur des pastilles de contenu avec des modes de consommation qui sont extrêmement courts. Okay. Un mot Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire au milieu de tout ça ? Il y a un truc qui est important, c'est justement sortir un petit peu du contexte et utiliser la data pour aller trouver une nouvelle cible. Nous, absolument, toutes les campagnes qu'on lance chez Outbrain avec nos annonceurs, il y a un métrique au-delà de l'engagement qui est hyper important, évidemment. C'est le pourcentage de nouveaux visiteurs qu'on leur génère à ces annonceurs. Et chez Outbrain, à chaque fois, il est de l'ordre d'environ, quelle que soit la taille du site, même des green rooms qui ont pas mal de trafic, même des Mavis en couleur qui font partie des sites qui ont plus de trafic ou Red Bull, on leur génère 90% de nouveaux visiteurs. Parce qu'en fait, on a justement cette scalabilité qui va permettre d'aller chercher, non pas uniquement sur TF1, non pas uniquement sur Le Monde, mais grâce à la data, elle va aller pousser les bons contenus à la bonne personne automatiquement, sans qu'on fasse rien. Et finalement, si on a un contenu ciblé, on va naturellement aller trouver l'audience la plus ciblée. Et ce qui permet de travailler avec des gros annonceurs qui veulent beaucoup de trafic, mais tout le monde n'est pas Red Bull non plus. Il y a aussi plein d'annonceurs qui veulent peu de trafic, mais un trafic très qualifié. Et dans ce cas, c'est assez simple. Tout part du contenu, encore une fois. Si mon contenu est suffisamment restrictif, suffisamment ciblé, eh bien, il va être très peu cliqué et notre data, nous, va aller quand même, malgré ça, aller trouver. Si je vise les entrepreneurs, par exemple, je ne suis pas obligé de trouver mon audience uniquement sur Entrepreneur Magazine, qui doit être petit comme audience, je ne sais même pas si ça existe. Mais je peux aussi aller la trouver sur les carrefours d'audience, c'est-à-dire un entrepreneur, il va avant tout sur Le Monde, sur Libé, sur Nouvel Obs et sur Slate. Et la data va permettre d'aller chercher ces gens-là, et c'est comme ça qu'on génère 90% de nouveaux visiteurs à quasiment tous nos annonceurs. Là, d'une certaine façon, on zappe un peu parce qu'on voit quand même que le média reste quand même, se définit quand même d'abord par des contenus bien sûr, une certaine durée de ces contenus, c'est-à-dire ça perdure dans le temps, et puis parce qu'il sélectionne, même si elle peut être très large ou plus étroite, une audience. Là, quelque part, via la data, on contourne cette dimension-là, puisqu'on acquiert l'audience presque individuellement. Ouais, c'est ça. En fait, la data nous sert en effet à ça, elle nous sert à repositionner la valeur là où elle est. Nous, à Outbrain et d'autres, notre métier, c'est l'audience, c'est la diffusion des contenus. Et je pense qu'on le fait très bien, parce qu'on se concentre que là-dessus, on investit énormément d'argent là-dedans. La valeur des éditeurs, elle est un peu dans l'audience. Et d'ailleurs, les annonceurs maintenant... Elle est beaucoup dans l'audience, dans leur tête en tout cas. Elle est beaucoup, pas tant que ça, parce que quand je m'appelle Intel et que je fais un partenariat, même avec un gros portail média, je vais très vite plafonner en fait, parce que même Le Figaro, qui est le plus gros site, comparé à l'audience Internet, ça reste petit. Et alors par contre, c'est un de leurs arguments aussi, c'est quand même, ils ont une audience, et d'ailleurs les annonceurs maintenant demandent des engagements sur un certain nombre de visites et un certain nombre de clics. Et ils ont raison de le faire. Mais la valeur essentielle du Figaro et du Monde et de Tout le Monde et de Vice, elle n'est pas là, elle est dans la marque, dans la caution de la marque, et dans l'expertise et dans le savoir-faire en rédaction de contenu. Et c'est ce qu'ils font très bien, comme Webedia et comme tous les autres, ils le mettent au service des annonceurs. Et ensuite, pour aller trouver l'audience, on va se servir de technologies, de data et de scalabilité de très grande échelle pour être sûr qu'on va aller toucher la bonne audience. D'accord. Et en quantité. J'ai une question à vous soumettre, je me fais un peu l'avocat du diable, mais c'est la question des frontières, puisqu'on était dans un modèle où, disons, il y avait un certain nombre d'interpénétrations. Ce matin, je parlais de publier reportages, etc. Mais grossièrement, il y avait une coupure entre le discours éditorial et le discours publicitaire. Donc c'est important dans la déontologie du métier de journaliste, et puis même dans l'univers, je dirais, du divertissement. Hein. La question de savoir qui parle, c'était quelque chose d'important. Là, on voit quelquefois de manière très intéressante, pour renouveler aussi la nature même du discours publicitaire, que ces frontières, elles bougent, même si elles sont redites. Quelqu'un, ce matin, disait on a essayé d'éviter, dans le cas Renault, le côté trop promotionnel, etc. Mais comment chacun d'entre vous posez cette question des frontières et du qui parle, du point de vue de l'utilisateur? Parce que c'est le paradoxe que je soulevais ce matin, c'est au fond, les gens vont vers des contenus qui ressemblent le moins à la pub
que naguère, et c'est pour ça qu'ils y vont. Et en même temps, si l'ensemble des contenus, je caricature, sont teintés de ça, il y a un risque du coup. Donc comment vous voyez les choses les uns les autres? Déjà, c'est une question cruciale. Et on voit qu'on parle plutôt de marketing digital pour que la question ait été soulevée aussi tard, pour être honnête, parce qu'on aurait fait exactement le même genre de discussion devant pas mal de journalistes. Ça aurait été directement la première question, et je ne sais même pas si on aurait réussi à sortir de cette question-là pour parler d'autre chose. Donc c'est vraiment quelque chose de crucial, nous, dans l'approche. Nous, notre public 18-35, et surtout les 18-30 même, on les imagine un peu avec ce qu'on appelle entre nous, excusez-moi, mais un détecteur à bullshit. Il fait qu'en fait, on est sur quand même un public qui a été qui a été confronté au marketing extrêmement jeune. Et dans l'ensemble, il y a souvent un travers dans les médias qui est d'être un peu persuadé que son public est 2 fois plus bête qu'il n'est réellement. C'est peut-être l'effet de masse, comme ils sont nombreux. Ils se disent, mais enfin, je veux dire, il y a quand même une grande lisibilité dans tout ce qu'on fait de la part du public. Et donc, dans l'idée, le meilleur moyen que leur détecteur à bullshit ne clignote pas, c'est de ne pas bullshiter. Donc c'est d'essayer d'être maximum sincère. Être maximum sincère, ça ne veut pas dire justement se dire tiens, je ne vais jamais rien faire avec les marques. Mais c'est juste de réussir à être très sincère dans le fait, s'il y a une intervention de marque, que ce soit expliqué avant de lire la vidéo, que ce soit expliqué tout autour. La pire des choses pour moi, c'est quelque chose dans laquelle est arrivée la presse et contre laquelle nous on a toujours lutté, qui sont ces fameuses planches tendances. Tiens, on approche de l'été et je regarde quels sont les produits préférés de la rédaction, et il s'avère que les produits préférés de la rédaction ressemblent vachement à la liste du top 10 clients de la régie du même média. Ça, c'est le truc à bannir. C'est pour moi le meilleur exemple de moment où vraiment on a tourné le dos au public parce qu'on a vraiment décidé que finalement il y verra que du feu. Heureusement, on est sur un public qui est suffisamment éduqué aujourd'hui pour justement faire la part entre sponsorisé, pas sponsorisé. Ensuite, il y a aussi des programmes sponsorisés où on a la chance de tomber sur un annonceur qui va laisser vraiment libre cours aussi à la production. Ensuite, ça dépend complètement de la manière dont on veut voir apparaître son produit. C'est-à-dire que, pour reprendre 2 exemples, pour Creators Project, alors qu'on est sur quelque chose où on ne va pas forcément filmer du tout de puce Intel ou quoi, ça va pas être la même chose que lorsqu'on fait un documentaire qui doit vraiment illustrer, de poser un lit, où à ce moment-là, vraiment, on est sur un placement de produit, enfin, c'est limite le personnage principal. Donc, après, il faut se placer dans tout ça, il faut sans cesse se remettre en question là-dessus. Et enfin, nous, on a une particularité aussi, c'est qu'on a beaucoup de contenu qui est non brandable. Enfin, je ne sais vraiment pas qui vient de le demander, parce que c'est la réalité du truc. Si aujourd'hui on nous suit, c'est qu'on n'est pas capable de parler des trucs les plus trash, les plus bizarres, les plus intéressants et aussi les plus beaux du monde. Et donc là-dedans, forcément, le plus beau, c'est facilement brandable, le plus trash, c'est difficilement brandable. On montre lorsque c'est beau et que c'est brandé, on le montre très clairement, et grâce à ça, on gagne déjà du financement pour l'ensemble de la plateforme, et donc la liberté de pouvoir faire en même temps l'ensemble du contenu, qui en même temps va nous permettre de rester une voix forte, qui va nous permettre de retravailler avec d'autres annonceurs, et la boucle est bouclée. Hicham, cette frontière, c'est par exemple laisser le choix à l'utilisateur, c'est le skip, c'est la possibilité de choisir. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que, alors déjà, la transparence, c'est quelque chose qui est vital dans notre métier, effectivement. Aujourd'hui, il faut être transparent avec les gens, et quand on est transparent avec eux, ils le rendent très bien. Aujourd'hui, on le voit dans tout ce qu'on fait. Une fois qu'on a dit ça, nous, on a plusieurs niveaux de targeting au niveau d'e-buzzing sur nos formats, et l'un des targeting les plus importants, qu'on met toujours en avant, parce que ça reste pour moi le plus important, c'est le self-targeting. En gros, je consomme le contenu si j'ai envie de le consommer. Et si je le consomme, c'est que ça m'intéresse. Donc au final, le contrat, à partir de ce moment-là, il est rempli. Et puis, si, en plus de ça, le contenu est sympa, si c'est du brand content, si on raconte une histoire à l'utilisateur, qu'on arrive justement à le faire adhérer à notre histoire et qu'on arrive à capter son attention, et ben l'utilisateur, ça lui va très bien et puis il va jusqu'au bout. Et puis s'il n'a pas envie d'y aller, il n'y va pas. C'est vraiment très simple. Donc on a remarqué aujourd'hui, dans tout ce qu'on fait, c'est que plus on laisse les gens à l'aise, mieux ils font. Donc par exemple, on calcule beaucoup de choses. On a des reportings qui sont plutôt costauds parce qu'il faut qu'on analyse un petit peu les résultats de nos campagnes et il faut qu'on comprenne. Et on voit que rapidement, sur une vidéo qu'un utilisateur va consommer, on voit, parce que l'un des KPI qui est aujourd'hui l'un des KPI les plus importants pour les annonceurs, notamment sur la vidéo, c'est est-ce que les gens ont regardé ma vidéo jusqu'au bout. Alors bon, quand il s'agit d'un 20 secondes, ça va. Quand il s'agit d'une vidéo de 2 minutes, ça devient un petit peu plus compliqué. Parce que pour faire adhérer les gens pendant 2 minutes, c'est un petit peu long. Et donc nous, on voit aujourd'hui, dans les milliers de campagnes qu'on a distribuées, on voit que soit les gens décrochent dans les 5 premières secondes,
soit les gens vont jusqu'au bout. Pourquoi ? Parce que si dans les 5 premières secondes, ils ne sont pas convaincus, ils s'en vont. Et ça s'arrête là. Si par contre ils sont convaincus, ils vont jusqu'au bout, ils consomment le contenu. Donc ça, voilà, ça je pense que c'est un des éléments les plus importants dans ce contrat avec l'utilisateur. Et puis tout à l'heure, on parlait de la frontière entre justement le contenu éditorial et la publicité. Alors aujourd'hui, il y a un format et puis une nouvelle forme de publicité dont tout le monde parle. Alors ça a été un buzzword pendant quelques temps parce que tout le monde en a parlé en même temps, c'est le native advertising. Où en gros, justement, cette frontière, finalement, elle tend à se supprimer parce que, en fait, on va proposer du contenu vidéo à l'intérieur du contenu éditorial. Le native advertising, ce serait du brand content qui avancerait un peu masqué ou... Alors, ce n'est jamais masqué. Ça, c'est vraiment un élément important. Ce n'est jamais masqué. En gros, ça peut être du brand content ou non, qui est intégré dans un article. Voilà, donc demain, on va sur Le Figaro, on ouvre un article sur Sochi. Au milieu de l'article, quand on va lire notre article, on a une vidéo publicitaire qui va apparaître, qui peut être skippable si la personne veut la skipper, et qui va parler, je ne sais pas, ça va être une vidéo pour Adidas. Et ça, aujourd'hui, c'est pour moi le meilleur exemple de cette disparition de frontières entre les contenus éditoriaux et la publicité. Mais là, on retrouve le vieil effet de contexte de synergie entre les deux. Alors, on le retrouve et on le retrouve tout à fait. Et puis, il y a une notion qui est vraiment très importante dans cette forme de publicité, c'est la manière dont on va cibler. Pourquoi est-ce que c'est important ? Parce qu'il faut toucher les gens avec du contenu qui va potentiellement les intéresser. On peut se dire, par exemple, que si je veux lire un article sur Sochi pour les Jeux Olympiques, j'ai peut-être pas envie d'avoir une vidéo sur l'automobile, parce que c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Donc, on a mis en place une techno de ciblage contextuel. On crawl aujourd'hui chez eBuzzing des millions et des millions de sources au quotidien. Et en fait, ça nous permet d'identifier sur tous les articles qu'il y a sur les plus grands médias le sujet qui est traité. Et donc, cette techno peut nous permettre de dire, par exemple, que sur l'article Sochi du Figaro, 80% est lié au sport, de la conversation, 10% de l'article est lié à l'économie et 10% sur la politique. Et en fonction de ça, on va placer des vidéos publicitaires qui sont susceptibles D'accord, ça c'est l'enjeu, la dimension sémantique. Sur la question de la frontière, je parlais de la frontière, après je vais parler du natif, parce que Outbrain, c'est vraiment ce qu'on fait et on est passionné par ça. La frontière, premièrement, moi j'ai tendance à m'insurger un petit peu. Quand on dit oui, les journalistes ont le droit de faire du contenu, les marques n'ont pas le droit. Revenons même à la genèse de l'humanité. Platon, la République, nous explique que finalement, quand on prend la parole, on n'est jamais totalement objectif. Même un journaliste, et même avec le digital, beaucoup d'éditeurs qui sont prêts à écrire de temps en temps un peu n'importe quoi à partir du moment où ça clique. Quand un annonceur écrit du contenu, en général, c'est un contenu d'une très grande qualité, parce qu'il est validé, revalidé, parce que si vous dites la moindre erreur, eh ben, l'annonceur il va se faire détruire sur sa page Facebook. Donc ils disent pas n'importe quoi et c'est de la qualité. Il faut aussi savoir qu'aujourd'hui les annonceurs sont devenus les premiers embaucheurs de journalistes dans le monde. On a tendance à l'oublier, mais c'est la réalité. Et puis maintenant, chez les grands annonceurs, il y a même un nouveau poste qui s'appelle le CCO, on appelle ça des Chief Content Officer, des gens qui centralisent, c'est le rédacteur en chef d'une marque. Et donc, à partir du moment, et je suis content parce que tout le monde dit ça, où on se concentre sur l'internaute n'est pas un gogo, et à partir du moment où on lui offre quelque chose de valeur, que ce soit produit par Red Bull, Coca, ou Le Figaro, ou Le Monde, si ça l'intéresse, il saura faire la différence, et faisons-lui confiance. Donc je pense que cette frontière, finalement, il n'y a pas de... Je suis pas... Bon, enfin... C'est la question... C'est la question quand même du qui parle, parce que tu disais à juste titre, il y a des journalistes qui sont prêts à raconter un peu ce qu'il faut raconter pour être lu. Mais ça, c'est un problème d'évaluation. Mais voilà, on sait qu'ils parlent du point de vue d'un média, etc. Et quand on sait qu'une marque parle, c'est aussi clair, c'est quand on est dans des zones de confusion, non, que cette question de la frontière se pose. J'ai quand même un truc sur oui, il n'y a pas que les médias qui peuvent raconter des histoires, il y a aussi les marques, mais il y a quand même une particularité, c'est dans l'ensemble. Je sentais bien qu'il y avait quand même il y a quand même un moment où on peut pas non plus se dire que c'est un débat, donc c'est bien. Les marques peuvent raconter des histoires, mais elles n'ont pas toujours intérêt à raconter des histoires complètement vraies.
C'est ça le problème. C'est vrai qu'on vient d'une culture de la publicité, on était à répéter un même message, on était limite parfois, on flirtait avec le mensonge, il suffisait de rajouter photo non contractuelle. Maintenant, on est dans le brand content, où on ne ment plus, mais on omet. C'est-à-dire que finalement, on va parler que des points positifs de la marque, que des points positifs, et c'est souvent comme ça dans beaucoup de trucs de brand content, où justement, s'il n'y a pas une voix forte derrière, qu'on a l'habitude de voir de manière objective dire des choses justement parfois mauvaises, etc. C'est assez compliqué. Et donc je pense quand même que faut se méfier de laisser la toute-puissance de raconter des histoires justement aux marques, parce qu'il y a quand même toujours un petit problème d'objectivité où une marque, elle a qu'une seule envie, c'est quand même d'être aimée. C'est quand même ça la base. C'est ça dont elle a besoin. Si elle veut vendre, elle a besoin d'être aimée. Un média, pour être aimé, il n'a pas besoin que d'exposer un monde tout rose, etc. Et donc je pense que c'est là qu'il y a quand même une petite chose qui fait que, une petite différence qui fait que les médias et les journalistes ont toujours besoin d'être indépendants. Sur cette intentionnalité de la marque, elle est toujours perceptible, Ouais, je trouve que il y a quelque chose qui est très fort aujourd'hui, qui est le Chinese Wall de papa qui existait aujourd'hui dans les médias. De toute façon, je pense qu'il est mort. Il est mort parce que dans les deux parties, si je puis dire, d'un côté rédactionnel ou d'un côté marque, en fait, font un pas vis-à-vis de l'autre. Je trouve que les marques aujourd'hui ont une tendance à adopter, en termes d'expression, un schéma narratif en fait qui est beaucoup plus fort et beaucoup plus proche en fait de la partie éditoriale. Et c'est aussi pour ça qu'on parle par exemple de dépublicitarisation dans des prises de parole de marque. Le film par exemple de Coca-Cola avec l'ours blanc, avec le film de Ridley Scott, et l'exemple même de la dépublicitarisation, c'est-à-dire comment je sors de mon ours en 30 secondes pour en faire une vraie histoire qui reprend finalement les codes du cinéma traditionnel, et du coup qui va générer de l'intérêt de la part des médias. Ah bah voilà. J'avais pas vu la slide, mais c'est pas mal, hein, c'est bien trouvé. Donc ça, c'est quelque chose pour moi qui est très fort et qui montre que les marques, en fait, à partir du moment où elles adoptent en fait une posture servicielle, je volontiers des guillemets pour le faire, c'est-à-dire j'adopte un ton différent, ont une ouverture, ou en tout cas génèrent un intérêt plus fort de la part des équipes rédactionnelles. La force qui doit être mise en place, en tout cas, ou l'enjeu qui doit être mis en place, et c'est mon métier typiquement, c'est pour ça que je porte et je suis un fervent défenseur des dimensions partenariales ou collaboratives, consiste à mettre les gens autour de la table et essayer de réconcilier leurs approches. J'ai un profond respect, moi, pour le travail du journaliste, parce qu'effectivement, je pense qu'il a un vrai enjeu d'objectivité, et quand même il est clivant dans sa prise de position, il est objectif, parce que si j'achète Vice, je l'achète, ou si je lis Vice, ou quel que soit le support que je consomme, c'est parce qu'effectivement, je respecte cette écriture-là. De la même manière, je fais la même chose avec Coke. Si je consomme du contenu Coke, c'est parce que j'aime cette qualité d'écriture-là, parce que je pense que cette marque me répond. Si ensemble, les deux peuvent avancer, vont traiter un sujet ou un angle commun d'attaque, on va trouver un terrain d'entente. Un de nos clients, par exemple, qui est la MAF, on a écrit un programme avec eux qui s'appelle 1001 questions santé, qu'on va diffuser sur M6 sans tellement de difficultés, parce que c'est un sujet qui est très, très important, où j'ai des questions de santé au quotidien que je vais partager. La problématique de la sécurité routière, je l'ai insérée dans Turbo, donc je parle plus du digital, mais bien du média de télé, avec un Dominique Chapat, en fait, qui parle de sécurité routière, en faisant un sujet majeur au sein même de l'émission Turbo, alors même qu'il n'en avait jamais parlé depuis les 15 ans et quelques qui existait l'émission. C'est bien parce que la marque aujourd'hui est capable de se vendre elle-même aux journalistes, aux rédactions, et qu'elle est capable du coup de diminuer finalement je parlais tout à l'heure de ce choco d'architecture de marque ou de brand house, et du coup de la twister d'une certaine façon pour dire ok, dans cet environnement-là, je suis capable d'aborder tel sujet sous tel angle, avec une dimension de liquidité, puisqu'on parle de Coke, de liquidité en fait qui est nécessaire pour que mes contenus en fait se retrouvent de manière différente en fonction des différents médias. Tu voulais répondre à Benjamin? Ah non, mais c'était juste pour faire le débat. C'est bien. Quand il y a du fight, ça... en fait, c'est une source d'audience possible. Mais ne vous battez pas. C'est juste pour repréciser qu'il n'y a pas un annonceur, quand il produit du contenu, il a tout intérêt à être honnête et à être transparent. Et en fait, plus tu mets d'honnêteté dans ton contenu, plus tu auras cet engagement, plus tu auras ces choses-là. Donc, en effet, il y a encore beaucoup d'annonceurs qui ont tendance à trop parler d'eux, à trop orienter les sujets. Mais on prend une direction quand même où l'annonceur, si on parlait d'Intel, il a deux façons de faire. Hein, de dire, je vais te parler des réseaux sociaux d'entreprise et puis toutes les deux lignes, je vais pousser le nom de mon produit.
valeur pour l'internaute pas évidente, ou alors parler d'aider l'internaute à mettre en place un réseau social d'entreprise, les erreurs à éviter, et puis le jour où l'internaute sera suffisamment engagé, bim, il transforme. Au fait, regarde, on est les experts, et on est les meilleurs, et nos produits sont très bien. Mais je suis assez d'accord pour le fait qu'un bon sujet de brand content, justement, ne sera pas uniquement dans le positif, etc. C'était plus un travers d'une grande partie du brand content, et c'est ce qui fait que tant que les marques n'auront pas la mission d'objectivité qu'a un journaliste de par son métier, on aura toujours besoin de vrais journalistes en parallèle qui sont indépendants des On a toujours besoin de vrais journalistes, parce que si on revient encore à la jeunesse, j'ai eu cette discussion avec notre PDG récemment, à la base les journalistes c'était non mercantile, et de toute façon ils ont toujours existé les journalistes, donc ils seront toujours là. Alors on va engager la salle, le public, vous. Si vous avez des questions, là il nous reste encore quelques minutes avant de clore cette matinée, ou des réactions à ce qui a pu être dit sur ce vaste sujet là dans cette table ronde sur brand entertainment, médiatisation. Je sais que l'hypoglycémie frappe, mais je ne doute pas que ces propos aient suscité chez vous des questions ou des remarques. Ok. Est-ce que quelqu'un veut dire un mot de conclusion? Si, ça y est, il y a quelqu'un qui... Bonjour. Donc moi ma question se porte sur YouTube et vous parliez donc de contenu qui était pas subi justement par l'utilisateur, mais pourtant sur YouTube et sur d'autres plateformes, dans la télé ou autre, on est beaucoup sur des annonces publicitaires au départ qui sont subies. Donc voilà, donc c'était ma question portée sur ça, surtout pour vous, D-Buzzing. Donc justement, voilà, quelle est votre approche par rapport à ça? Alors bonjour. Nous aujourd'hui on aime bien diviser le marché de la vidéo en deux. Il y a ce qu'on appelle l'instream et il y a ce qu'on appelle l'outstream. L'instream, de manière assez simple, c'est toutes les publicités vidéo qui vont venir avant un contenu vidéo. Donc c'est ce qu'on peut voir sur YouTube. Quand vous allez par exemple pour voir le dernier clip de Daft Punk, et qu'avant de voir le dernier clip, on vous dit il va quand même falloir regarder 45 secondes de publicité pour accéder à votre contenu. Donc ça, c'est de la pub forcée et c'est de l'instream. C'est ce qu'on peut voir sur de la catch-up TV quand vous allez sur Canal+, et que vous voulez regarder les guignols de l'info en replay, et puis on vous dit vous consommez une pub. Donc ça, c'est vraiment contenu publicitaire avant un contenu vidéo. Et puis ensuite, il y a l'outstream. Alors nous, aujourd'hui, eBuzzing, justement, on se situe totalement à l'opposé. On se situe sur la partie outstream, à savoir que les vidéos qu'on va diffuser aujourd'hui sont des vidéos qui ne viennent pas avant un contenu vidéo. C'est des vidéos qui vivent par elles-mêmes. Donc quand vous allez consommer par exemple des articles sur un blog ou sur un site, vous allez avoir, soit dans un article, soit dans un espace publicitaire, une vidéo qui va être proposée et pour laquelle vous aurez le choix d'aller la consommer ou non. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle de l'outstream. Et aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, si on reprend les chiffres de Comscore, aujourd'hui dans le monde entier, pour généraliser, la consommation de la vidéo se fait à peu près à 50% sur des formats in-stream et se fait à 50% sur des formats outstream. Et aujourd'hui, effectivement, alors je ne suis pas le seul à le dire, mais plusieurs experts le disent, l'avenir est plutôt du côté de l'outstream. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a un problème d'inventaire de qualité sur l'instream. Parce qu'aujourd'hui, pour poser une vidéo publicitaire sur une vidéo existante, il faut qu'il y ait déjà une vidéo existante. Donc c'est pour ça que des grosses boîtes comme Google rachètent des boîtes dans tous les sens pour créer du contenu intéressant et pour mettre des publicités en face. Donc voilà, l'instream aujourd'hui, il a ce problème qui est le problème d'inventaire, ça commence à être très compliqué, alors que l'outstream aujourd'hui, ça concerne finalement tous les sites du monde et une vidéo peut vivre d'elle-même et on n'impose pas la publicité. Les gens viennent la consommer s'ils veulent la consommer. Voilà. Merci. C'est clair. Il est temps de conclure et d'interrompre cette table ronde. Donc on a essayé d'ouvrir des discussions sur cette question de la frontière, sur les nouveaux rapports qui sont en train de s'établir entre marques et médias, des médias qui se pensent de plus en plus comme des marques et des marques qui sont disposées à fonctionner comme des médias, même si elles n'en ont pas toutes les caractéristiques. Et donc cette rencontre, on voit qu'elle produit beaucoup de formats et de formes et de contenus nouveaux dont on a eu un certain nombre d'exemples ce matin et hier et encore cet après-midi. Merci donc à
à Jérémy d'avoir initié, là c'est un merci personnel que je t'adresse, d'avoir initié ces débats, et merci à vous tous de les avoir suivis avec attention. Bon déjeuner et bonne séance cet après-midi.